et c'est un début de tournage. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Lyon et j'ai la grande chance de recevoir un ami proche qui s'appelle Philippe Perron, qui est réalisateur aujourd'hui à Canopé, mais qui a un grand parcours dans l'audiovisuel. Et toi, tu as une vie formidable. Tu me dis à chaque fois que non, mais tu as une vie extrêmement intéressante. À chaque fois que tu m'en parles, ça dure des heures. Tu as fait des films documentaires animaliers qui sont formidables. Tu m'as accompagné dans des projets particulièrement scolaires sur l'histoire, en tout cas. Je te vois monter à Canopé des projets sur École d'Europe ou sur d'autres, on y reviendra, qui parlent de cette transmission. C'est vraiment que tu as, et cet art créatif, parce que tu as vraiment un génie de la création. Quand tu montes, je t'ai vraiment vu monter, et j'ai vu cette patte artistique que tu as. Parce que je m'essaie un peu au montage aussi, dans le cadre de la vidéo, mais toi, tu as ce truc, tu m'as appris beaucoup de choses. Pareil que donc, Guillaume et les autres qui sont derrière, à la régie. Et pour une fois, effectivement, toi, tu n'es pas derrière la caméra. Aujourd'hui, tu es face à nous. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Je te remercie Et d'avoir merci, accepté. Donc, merci pour ce petit traquenard, Eh parce ben que je oui. n'étais pas du tout au courant c'est très bien. que ce tournage m'était adressé. Eh ben, c'est-à-dire que sinon, tu ne serais pas venu. Ah non, absolument pas. Et tu as tellement de Je suis choses. très mal à l'aise là devant la caméra. Ah oui, ça va, tu passes bien. Non, mais vraiment. Ouais. Alors, nous, on s'est connus quand j'étais à la DRAN, c'est ça, Ouais. qui est aujourd'hui la DAN, il me semble. Et c'est la direction académique au numérique éducatif. Et un jour, je crois que je suis descendu dans la cour ou quelque chose comme ça, tu devais être en roller et moi en planche à roulettes. Et je t'ai croisé, je me suis dit, ah, il est marrant. C'est le même truc que tu as ou pas, toi? Ouais, C'est ça, hein. Ouais, c'est l'énergie que tu dégageais. Moi, ça m'a tout de suite plu. Moi à d'autres, personne de canard. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les personnalités comme la tienne qui sont un petit peu en marge, un petit peu décalées. Et je pense que Et, dans la manière dont tu traites tes films, en fait, il y a ça. C'est-à-dire que je vois ce côté un peu atypique. Quand tu as monté, par exemple, Elliott Meyer, ça se voit. Il y a ce truc où tu as une grande considération pour l'être humain. Tu as une sensibilité. Enfin, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. ouais, complètement, oui. Oui, tout à fait, c'est important. Enfin, moi, si je rencontre quelqu'un et que je filme quelqu'un, bah, c'est que cette personne me touche et j'ai envie de retransmettre ça. J'ai envie de retransmettre son humanité, ce qu'elle est. J'ai pas envie de la trahir aussi. Donc, je fais du film institutionnel, mais dans ces films institutionnels, j'essaye quand même de faire émerger des personnages. Ouais, c'est Voilà. ce que tu fais pour École d'Europe quand tu as pris les images pour mettre en valeur les enfants, avec Pascal aussi, quand vous travailliez tous les deux. C'était Ouais, hyper ouais. intéressant, hein, la manière dont tu faisais ressurgir les sentiments humains, enfin, vraiment cette humanité-là. Ça me touche beaucoup dans ce que tu es. Alors, on a fait plein de trucs, on y reviendra ensemble on a manifesté ensemble. C'était rigolo. Ouais. Mais en fait, tout ça, ça vient de tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que dans ces histoires qu'on appelle des parcours de vie que je mène, on va souvent revenir à la base, c'est-à-dire tout ce qui t'a construit. Et pour ça, hop, là, on se fait un flashback. Toi, t'es né où? Je suis né à Lyon, à la Croix-Rousse. Ok. Et Voilà. tes parents, comment ça s'est passé quand tu étais petit? C'est-à-dire, C'est-à-dire par exemple, comment, vas-y, développe. comment ça se passait? Est-ce que tu étais choyé? Ou pas? Comment ça s'est passé dans ton enfance, en fait? Ouais, mon enfance, mes parents travaillaient beaucoup. J'ai un frère et une sœur. On vivait avec avec des familles qui nous gardaient aussi, Hmm. puisque mes parents étaient pas très souvent à la maison, mais sinon on manquait de rien. Voilà, une vie Tu, assez normale. tu fais tes études, tu fais collège, école-collège à Croix-Rousse? Non, pas du tout, non. J'ai fait école et collège à Bron, puisque mes parents ont migré à Bron ensuite dans la banlieue lyonnaise. Et puis ensuite, à l'issue du collège, je suis parti en lycée agricole. Ouais. Ouais, c'est la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Pourquoi passé? je suis parti en lycée agricole? Mais parce que j'ai toujours beaucoup aimé la biologie, tout ce Ok. qui touche à la nature et à la biologie. Et il se trouve que en regardant les programmes, là où il y avait le plus de biologie, c'était dans l'enseignement agricole. Donc j'ai fait ça. Ok. J'ai voulu faire ça. Ouais. Et ça s'est passé comment? Ben, ça s'est très bien passé, c'était un petit peu isolé. Alors j'ai découvert le pensionnat, la vie entre garçons. Bon, c'est dommage parce que effectivement, il y avait très très peu de filles Et je pense que le fait que ce soit si peu mix ou attirait si peu les filles
Bah, ça quand même, c'est un peu dommage parce que ça aurait mérité un certain équilibre Ouais. entre filles et garçons, quoi. Bah, la mixité, Et quoi. une mixité, ouais, ouais, Mm. c'est ça. Et tu restes jusqu'à quel âge là-bas? Tu passes ton Bah, bac? j'ai fait mon lycée Ouais. là-bas, donc j'ai passé 3 ans en pension, ouais. Ok. Et t'étais Donc, curieux. lycée de Sibins, Ah bah, si, il est très très tu bien, connais? je le connais, ouais. Ouais. Et t'es En pas... pleine nature, Ah bah, clairement, c'est perdu, mais c'est dans beau. Ouais. 230 hectares, sur Mais c'est très 230 très bien, hectares ils de sont très très parc. bons. Et Et, ouais. et toi, t'as des passions, enfin des passions, c'est un grand mot, mais t'as des points de curiosité particuliers, hormis la biologie à cette époque ou pas? Je pense à Euh, l'audiovisuel qui viendra plus tard, bien évidemment. oui, la photo. Oui, Ah bah, bah, je savais pas, moi. bah, il se trouve que mes parents m'avaient acheté un appareil photo, enfin c'est moi qui leur avais demandé, Hmm. donc ils ont pu me l'acheter et effectivement, ouais, effectivement j'ai commencé à m'intéresser pas mal à la photographie à cette époque-là, ouais. Ouais, ouais. Et tu es Enfin, argentique. Ouais. plutôt à la fin de la première terminale, ouais. Ouais. Ok, tu faisais Bah, développer ou c'était de l'argentique, il n'y avait pas de ouais, tu numérique à développais ou tu l'époque. faisais développer? Alors, à cette époque-là, je faisais développer, Ouais. mais un petit peu plus tard, ouais, j'ai commencé à faire du développement et du Hmm. tirage de photos, ouais, noir et blanc. Donc t'avais Ouais. quel âge? Ouais, je devais avoir, alors là, 90, je devais avoir 20 ans. 20 Ok. ans quand j'ai commencé à développer des photos, ouais. Tu les as vendus ou tu les as gardés pour toi? Ah non, c'est vrai que j'adore Ouais. produire, Ouais, je j'adore faire sais. des images, j'adore faire des films, les monter, j'adore tout ça, j'adore tout ce qui tourne sur l'audiovisuel. Par contre, après, je m'en occupe plus, quoi. Ah ça y est, c'est Donc, fini. Hop là, pouf, et plus. ouais, voilà, je passe à autre chose. Tu dois avoir des stocks Ouais. énormes. De photos? Ouais. Oui, de Super 8, de photos, mais plutôt familiales, hein, Ok. des images familiales qu'il faudrait que j'exhume, qu'il faudrait que je classe, que je documente. Hmm. Et ouais, effectivement, ouais. Et Mais je pense que comme beaucoup de gens, en fait, hein, oui, c'est vrai. euh, parce que on est vraiment dans l'ère de l'image et que il y a quand même pas mal de temps maintenant qu'on a la possibilité de faire des images. Il y a toujours quelqu'un dans une famille qui va prendre son pied à faire ça. Et dans ma famille, C'était toi. c'était moi. Et C'était moi. qu'est-ce que tu penses, d'ailleurs, on va faire une digression, qu'est-ce que tu penses du basculement au numérique? Toi qui l'as vécu, puisque je me souviens, on parlait de portable, on parlait alpha et tout ça en appareil photo. Comment toi tu l'as vécu, le basculement? Ouais, bah, moi, j'ai bien vécu parce que ça s'est traduit par une réduction de la taille du matériel, Oui, c'est vrai. plus de praticité. Et pour le montage, mais c'est carrément c'est génial parce que tu n'avais pas quand tu montais sur bande avant, sur cassette, Mhm. eh ben tu avais une déperdition, une dégradation de ton image, de ton signal, au fur et à mesure que tu faisais des copies. Donc il fallait bien réfléchir à ce que tu allais faire au niveau montage. Et quand tu fais du reportage, voilà, tu écris aussi sur la table de montage. Donc ça veut dire ça veut dire que tu vas forcément faire des copies Mm. et que donc ton signal va être dégradé. En numérique, tu fais ce que tu veux. C'est très facile d'aller insérer une séquence, déplacer une Mm. séquence et au milieu de ton montage, ton premier montage, c'est très très simple de la basculer où tu veux, avant, après, de l'enlever. Euh, c'est complètement c'est sans perte, quoi. Ouais. Mais C'est numérique. mais par rapport au travail, tu sais, ce travail de la main où tu voyais ce que tu crées. Alors tu me diras, tu crées toujours en numérique, mais j'ai l'impression que tu as une foule de trucs parce que, alors toi peut-être pas parce que tu cibles, effectivement, tu choisis les photos que tu prends, mais moi je sais que je mitraille par exemple, parce que je suis toujours dans l'action, peut-être trop d'ailleurs, donc ça veut dire que je cadre moins que toi, mais ça me fait un volume de données qui est énorme. Et avant, quand tu avais la bande justement, quand tu avais ce travail artisanal hein, totalement, j'ai l'impression que de toucher la matière, c'était peut-être plus satisfaisant, vu que tu as connu les deux périodes, toi. Oui, alors je l'ai connu sur la fin en fait, hein, Mm. parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de faire de la vidéo en analogique. Ouais. Non, j'ai fait ça effectivement quand j'étais à l'école supérieure d'audiovisuel de Toulouse, où on a fait du 16, mais très peu en fait, hein. On tournait déjà beaucoup uniquement en vidéo. Ça, c'était vraiment pour toucher du doigt la pellicule. Ouais. Effectivement, en prise de vue, tu as un autre rendu, mais je ne l'ai pas suffisamment éprouvé, testé pour pouvoir en être nostalgique Ok, aujourd'hui. ça Tu marche. vois? Ouais.
Et tu me parlais de Toulouse, ça veut dire que toi tu passes ton bac en agricole, donc avec toujours cette idée d'arrière-plan de photo, c'est-à-dire de photographier, de marquer en fait la mémoire. Et tu bascules comment de lycée agricole à école d'audiovisuel à Toulouse? Ah bah, entre-temps, il y a eu quand même 2 années de fac de bio Ok, qui m'ont ramené dans la ville. Et il faut savoir une chose, c'est que dans les études agricoles, quand même, dans l'enseignement agricole, tu as une matière qui s'appelle l'éducation socio-culturelle. oui, Et du coup, ça te permet de t'ouvrir sur tout ce qui est artistique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui basculent de l'agricole à l'audiovisuel. Et puis, tu avais un service ok, une cinémathèque du monde agricole. Il y a eu pas mal de réalisateurs qui viennent du monde agricole. ok. Je me demande si, par exemple, là, je vais peut-être dire une bêtise, alors je vais peut-être pas citer de nom, mais Jean Rouch, par exemple, je me demande s'il. Il viendrait pas demain? Ouais, Mm. peut-être, ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai connu qui sont pas des gens célèbres, enfin, que peu de gens connaissent, mais qui venaient effectivement, qui ont fait des études agricoles avant. C'est pas. Antinomie, quoi. Ouais, non, non, non. Et te dire pourquoi, je sais pas. Je peux pas te dire. Ok. Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de faire de la photo, de la vidéo? Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui aussi, mais même si on va y revenir après. C'est vrai que ouais, ce qui me plaît, ben, c'est la possibilité déjà de découvrir plein de choses. Mm. Et ça, c'est de découvrir plein de choses et puis de pouvoir raconter une histoire. De pouvoir raconter une histoire, mais en mon cas, assez discrètement en fait. Parce que comme je ne m'occupe pas de ce qui va se passer après, en fait, je trouve que d'être dans l'intimité de la table de montage, c'est vraiment pas mal. Ouais, et là, du coup, tu décortiques les images, tu essayes d'essayer ouais, de raconter une histoire en associant des images et des sons, pas forcément une interview. Et c'est ce qui me plaît le plus d'ailleurs, c'est de pouvoir dire les choses sans. Bon, moi je fais que du reportage et du commentaire, mais dire les choses sans passer par l'interview, par un commentaire off. Ce que je fais jamais parce qu'on me demande toujours de faire des interviews ou du commentaire. En fait, mais j'essaie quand même malgré tout de glisser des trucs comme ça. Ouais. Ah, parce que l'image se suffit parfois. Voilà, Mm. de filmer des actions, et que l'info que tu as à dire, que tu as à transmettre, parce que tu le sais quand même au départ, hein, parce que tu as quand même un petit peu travaillé le sujet que tu vas présenter, eh bien c'est ouais, voilà, de faire vivre une action et d'y ramener un petit peu l'info que tu veux présenter. Ouais. Ok, donc quand tu bascules, donc tu fais tes 2 années de duo, et qu'est-ce qui te pousse à switcher? J'étais avec un copain qui avait aussi des ambitions un peu artistiques, qui était intéressé par ce genre de choses. Et on était jeunes à l'époque et moi je m'intéressais beaucoup à la photo. Et il se trouve on s'est tous les deux inscrits dans une école privée d'audiovisuel. Ok. Et du coup, effectivement, parce que j'étais jeune et insouciant, je me suis lancé dans cette aventure-là, Et qu'est-ce que tu as sans découvert? sans vraiment avoir de vision, voilà, je pensais pas faire ce métier-là particulièrement. Je me suis dit peut-être avec un peu de chance, Ça passe. ça peut passer, ouais. Et qu'est-ce que tu as découvert, surtout là-bas? Bah, j'ai découvert en fait pas mal tout ce qui touchait au son et aussi tout ce qui touchait à la photo parce on a fait très peu de vidéos j'ai fait une seule année de cette école-là. Ok. Après c'était très dissuasive au niveau prix. Et puis Ok. je te raconterai ça tout à l'heure si tu me poses la question. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, C'est ce que ça. tu vas me Oui. demander. Ouais. Bon, il se trouve que ils n'avaient pas énormément de matériel en fin de compte. C'était une école privée. Ils avaient des appareils photo et donc on faisait beaucoup de diaporamas. Donc ce que j'ai découvert c'est de l'audiovisuel aussi. C'est-à-dire j'ai fait du diaporama. Diaporama, c'est pour le coup en argentique, avec des projecteurs diapo et sonorisé. Donc on s'est amusé avec plusieurs projecteurs diapo. Et c'est un travail assez intéressant en fait.
et qui te permet aussi de découvrir l'audiovisuel. Hmm. L'audiovisuel. Et puis, et puis aussi, j'ai aussi un peu plus poussé le développement et le tirage photo. Là, on a travaillé sur des photos un peu pub, mais tout ça en noir et blanc, hein. Et donc, comment tu fais pour faire des prises de vue, pour mettre en valeur tel ou tel objet, pour gérer les brillants sur des objets, comment tu fais pour photographier du verre, par exemple, ce genre de choses. Et puis ensuite, les retouches sous l'agrandisseur, tu sais, avec, au moment du tirage, quoi. Tu connais pas ça, non? Je vois des images, mais je suis pas sûr, mais il me semble, oui, que voir Tu sais, trois quand tu trucs. fais des caches comme ça, que tu exposes la photo, et puis après tu exposes un peu plus telle partie de la photo pour qu'elle soit plus sombre ou moins pour que ce soit plus clair, quoi. Hmm. Ou une autre partie. C'est hyper intéressant, mais tu as ce... Alors, je sais pas si tu l'as naturellement ou si tu l'as acquis, mais j'ai vu tes photos, hein, enfin certaines de tes photos que tu me montrais au téléphone, qui étaient naturellement cadrées, qui étaient beaux, enfin belles, c'est-à-dire qu'il y a ce truc en toi, enfin on revient toujours sur le côté artistique. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Il se passe à cette époque-là, quand j'ai fait cette école, je sortais avec la mère de mes deux fils. Mm. On venait de se rencontrer. C'était la plus belle nana de l'amphi. Non, franchement, j'étais tombé raide amoureux d'elle. Et j'étais pas le seul. Non, ça s'est passé en fac de bio, hein. Et je pense que c'est ce qui m'a fait rater ma deuxième année de fac d'ailleurs. Cette histoire-là. Il y avait aussi des manifestations, il y avait la loi de Vaca à cette époque-là. Oui. Ça remonte, hein. Ouais, on parle de 84. 84. Non, attends. 84, ouais, Plus jeune que toi. Voilà, et donc on est sortis ensemble et elle faisait des études de bio, elle a continué, elle a réussi. Et du coup, elle partait faire ses études à Toulouse. Alors, il fallait faire des choix. Alors, à cette époque-là, il fallait que je fasse mon service militaire. Mais alors, c'est assez intéressant. Parce que, en fait, l'audiovisuel, excusez-moi pour toutes ces digressions, mais oui, c'est quand même intéressant. Parce que c'est un truc vraiment qui m'a marqué, ça. Moi, je me suis pointé dans l'audiovisuel, mais autour de moi, personne ne faisait de l'audiovisuel. Et donc, j'avais l'impression d'être vraiment un imposteur. Et j'étais complètement inhibé par ce truc-là. Et quand il a fallu faire ce choix, après cette année d'école dans laquelle je devais faire l'audiovisuel, mais que j'en ai pas fait beaucoup, je fais de la photo, donc je n'étais pas du tout armé pour aller démarcher, par exemple, parce que moi, ça ne me dérangeait pas de faire mon service militaire, mais je voulais le faire soit au service du cinéma des armées. Et puis j'avais aussi trouvé à côté de Lyon, à l'école des Genettes, un service audiovisuel, donc au sein de l'armée, hein. Et je les ai appelés avec ma petite expérience, ma non-expérience en fait, tu vois. Et là, quelqu'un m'a répondu, mais écoute, si on te donne une caméra et que tu parles dans les rues, faire un reportage, est-ce que tu peux le faire? Tu peux ramener des images? J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Et donc, il a dit, non, tu vois, je ne peux pas te prendre. Et voilà, donc c'est ça, je te parle de l'inhibition, et l'inhibition était toujours là en fait, cette inhibition de se dire, ouais, non, c'est bon, tu aies confiance en toi, tu vas pouvoir réussir, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ce truc-là, je l'ai eu qu'en réussissant le concours de l'École supérieure d'audiovisuel, quelques années plus tard. C'est vraiment là où je me suis dit, ouais, t'as réussi le concours, mec. Donc c'est bon, t'y as droit, c'est toi. Tu vas pouvoir le faire. Okay. Mais avant, j'ai un petit peu perdu mon temps. Bizarrement, en essayant de faire l'audiovisuel. J'ai fait des films, mais vraiment tout seul, dans mon coin. C'est le chemin, ce qui fait aussi que tu as cette patte autodidacte en fait, hein, clairement, qui fait que tu n'es pas que moulé par un prisme d'enseignement. Il y a ça aussi. Et que c'est pour ça que tu fais aussi attention aux gens, parce que tu as eu un chemin qui n'est pas classique, on va dire.
dans Peut-être, l'audiovisuel. alors là, peut-être, ouais. Je suppose, enfin moi c'est À ce que réfléchir. ce que j'en vois, Ouais. mais en fait, tous ceux que j'interviewe ont souvent des parcours qui sont heurtés. En fait, heurtés parce que quand on dit parcours classique, il y a très très peu de parcours qui sont linéaires, quoi. Et toi, tu as ce truc très particulier où tu as été gratté à droite à gauche avec ce côté atypique. C'est-à-dire que tu n'as pas fait tout ton cursus, on va dire toute ton école classique, et que tu as fait autre chose en fait. Parce que tu as ce côté libre, en fait, que j'ai remarqué plusieurs fois chez toi, c'est que tu aimes beaucoup faire ce que tu veux, tu as Ouais, liberté. Hein. peut-être. Un petit peu quand même. On va y revenir sur les documentaires animaliers où le côté nature-liberté, ouais, quand même. Nature, liberté. Nature-liberté. Donc Toulouse, Ouais. tu te fais ta première année et t'as ton année. Non, alors Toulouse, Ah. Toulouse en fait, je vais faire mon service militaire à ce moment-là. Il D'accord. fallait que je choisisse. Donc le service militaire classique, c'était pas pour moi puisque j'avais été refoulé dans ce que j'aurais aimé faire dans un rêve inaccessible. Alors du coup, je me suis dit, si je peux pas faire mon service militaire dans un service audiovisuel des armées, je vais faire objecteur de conscience. Alors c'est quoi L'objection de conscience, c'est un service civil quelque part, mais en fait, ce sont tous les gens qui ne souhaitaient pas porter des armes, et donc ils le signifiaient au service des armées par un courrier, un courrier de type, qui refusait de porter l'uniforme et les armes, et qu'à ce moment-là, ils étaient affectés au corps des objecteurs de conscience. Et ça durait, ton service militaire, plutôt que de durer 12 mois, durait 2 ans. Et je me suis dit peut-être que ça, c'est une bonne solution pour pouvoir développer justement cette envie que j'avais quand même en moi de faire de l'audiovisuel ou de l'environnement. Voilà. Okay. J'ai hésité entre les deux. Comment ça s'est passé concrètement justement dans ces 2 ans? Parce que tu as fait quoi pendant 2 ans justement qui correspondent à cette idée de projet? Alors attends, avant de faire tes 2 ans, tu es obligé de trouver une association ou une structure qui te prenne comme objecteur de conscience pendant 2 ans. Donc il faut la chercher. Alors j'avais commencé je voulais partir, bien sûr je voulais suivre Sophie à Toulouse, mais en même temps on était encore à Lyon, donc j'ai commencé à chercher à Lyon, et à Lyon j'ai trouvé 2 structures qui pouvaient me prendre. L'une comme chargée de communication, c'était à la condition des soies. Ouais, donc mi-temps à la condition des soies et mi-temps à Louis Lumière. Intéressant. Donc voilà, donc je pouvais. Alors peut-être que ça aurait été une bonne opportunité qui m'aurait. Tu sais, c'est étonnant les carrefours dans la vie, les choix que tu vas pouvoir faire, parce que voilà, à cet instant-là, j'aurais pu rester à Lyon, donc quitter Sophie, donc j'aurais peut-être pas eu mes 2 garçons, puisque bien entendu à distance c'est compliqué à l'époque, tu n'avais pas les moyens de communication que tu peux avoir aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais fait autre chose. Peut-être que j'aurais peut-être fait du cinéma en intégrant l'Institut des Frères Lumière. Peut-être que j'aurais creusé un petit peu cette voie-là. Mais non, du coup, j'ai laissé ça de côté, je ne l'ai pas pris. Et je suis parti à Toulouse avec rien. Donc j'ai cherché un peu toutes les structures qui faisaient de l'audiovisuel, et je suis mal tombé parce que si tu veux, si c'est déjà complet, tu te pointes et puis voilà, ils ne peuvent pas te prendre. Pardon pour la chaise, c'est pas moi qui l'ai installée. Ouais, non, mais j'ai trouvé une structure à l'Agence régionale pour l'environnement. Ah, c'est pour ça. Je comprends mieux, c'était l'élément qui me manquait pour faire la jonction avec le reste. Ouais, voilà. Et ça me plaisait aussi, c'est-à-dire chercher sur 2 thématiques, l'environnement et puis l'audiovisuel. Et j'ai trouvé dans l'environnement, et ils m'ont pris pour faire de l'audiovisuel. Mais seul, avec un matériel, mais tu t'arraches tes cheveux, quoi. C'est pas la peine. À cette époque-là, moi j'avais une petite caméra. C'était une 8 mm, une S8, je ne sais plus, une numérique 8 mm, c'était la première numérique, avec un magnétoscope où tu pouvais faire que de l'assemblage. Tu ne pouvais pas séparer le son et l'image. Donc il fallait vraiment que tu prépares bien tes trucs. Donc pour le montage, c'était hyper compliqué, quoi. Je me souviens même plus comment j'ai fait. Je ne veux plus m'en rappeler, je ne veux plus m'en souvenir. Mais disons que pendant 2 années, j'ai fait
pas mal enfin, j'ai fait quelques sujets, beaucoup d'images, des sujets beaucoup trop ambitieux par rapport au matériel que j'avais et par rapport à mes connaissances. Et puis à la fin de ces 2 ans, eh ben, j'ai passé le concours de l'école supérieure d'audiovisuel. Voilà. Et je l'ai réussi. Je suis rentré dans cette école. T'es un montagnard, toi, quand même, parfois, des fois. T'es allé crapahuter. Alors, je sais pas encore, mais toi, tu vas aller crapahuter dans les documentaires après. Mais t'as un attrait pour la nature. Ouais, clairement, j'en ai parlé avec toi. Ouais, Montagne, clairement. ouais, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours été attiré enfin, ça m'a toujours plu. Observer les animaux, les plantes. Pendant ma scolarité, en lycée, j'étais en pleine nature. Hein. À Sylvain, on est en pleine nature. Ouais. On nous demandait de faire des herbiers, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Donc, ouais, j'ai toujours été. La biologie, ça m'a toujours intéressé. Ouais. Observer les choses. Ok. Tu rentres donc, tu passes ton concours d'École nationale supérieure d'audiovisuel, tu intègres l'école, tu touches du nouveau matériel, tu apprends quoi? Comment ça se passe? Alors, oui, je touche du nouveau matériel dans le sens où on avait du matériel qui était un peu plus professionnel. Hein, donc, c'était à l'époque du matériel vidéo type Betacam. Ok. Betacam, à l'époque, c'est du Betacam. C'est avant le DV. Avant que le DV soit. Moi, si tu veux, la gamme de matériel que j'ai utilisé après, c'était du DVCam. Betacam, c'était une bande plus large. Enfin, bon, après, c'est technique. Hein. Voilà, c'était des caméras assez importantes, mais qui embarquaient l'enregistrement cassette. Non, j'ai même commencé avant avec du BVU. BVU, c'est alors là, pour le coup, c'est que tu as une caméra comme celle qui est derrière toi là. Un peu, enfin pas tout à fait comme ça, mais un peu ce type-là, relié à un câble, et tu portes ton enregistreur. Je vois, j'ai les vidéos, je les vois, celles-là. Stylé. Mais absolument pas pratique. Absolument pas pratique. Et j'ai fait un film avec ce truc-là justement sur les tourbières. Ok. Les tourbières du Languedoc. Et j'ai toujours. Ouais. Donc je suivais un gars qui s'occupait de ça au parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et l'ouverture du film, c'était. Il s'avançait comme ça, donc il présentait les tourbières, c'est un document institutionnel, tu vois. Et il tombe dans un trou. C'est assez drôle, il tombait dans un trou parce qu'en fait, les tourbières, si tu veux, c'est des végétaux qui se développent et parfois ils se développent sur rien, sur l'eau. Et l'épaisseur de tourbe est tellement importante que sous cette épaisseur végétale, t'as rien, t'as l'eau. Voilà, parce que le sol ne s'est pas encore formé. Et c'est le cas. Donc c'est assez dangereux de se balader sur les tourbières parce que parfois c'est une sorte de. Voilà, tu as des crevasses en dessous, tu as des trous d'eau. C'est cool comme première impression. Tu passes combien d'années là-bas? Tu veux dire à l'Agence régionale pour l'environnement? Moi j'ai passé 2 ans, j'ai fait mon service. Ok, et après non, ça, pardon, non, c'était. Excuse-moi. Oui, mais je ne vais pas te couper, donc oui, c'est à l'École supérieure d'audiovisuel, j'y ai passé 4 ans. Ok. T'as beaucoup appris. 4 ans, ouais. T'as tourné en groupe, enfin, t'as fait des choses collectives? On tournait, oui. Alors c'est un enseignement assez particulier qui me correspondait bien, c'est-à-dire que tu passais. Alors tu avais un concours qui s'étalait sur la semaine complète, et tu avais un dossier à préparer pendant les vacances avant la semaine de concours. On te donnait un seul mot, et moi le mot que j'avais cette année-là, c'était le mot pureté. Ok. Et il fallait écrire, alors tu faisais ce que tu voulais, tu faisais des photos, ou tu écrivais quelque chose autour de ce mot-là, que tu allais présenter ensuite lors de la semaine de concours, d'examen d'entrée en fait. Et là on était assez nombreux, on était 800 à passer à peu près 800 000, je ne sais plus exactement, mais il y avait pas mal de monde. Parce que tu avais peu d'écoles, à l'époque tu n'avais pas de BTS audiovisuel, hein, tu avais la FEMIS, tu avais l'école Louis Lumière qui a dû changer de nom, et puis tu avais cette école-là. Tu avais en école publique, hein, c'était la fac. Donc moi j'étais à Toulouse, je me suis inscrit dans cette école. Enfin, j'ai postulé pour rentrer dans cette école. Voilà.
Donc j'ai travaillé pendant tout l'été sur le dossier. Mais bon, l'écriture, c'est pas trop mon truc non plus. Ok. Donc, mais je savais déjà utiliser un peu une caméra, donc j'ai pris une caméra et je suis allé faire une sorte de petit documentaire que j'ai écrit par la suite. C'est beaucoup plus facile pour moi, si tu veux, de faire le film et d'écrire le Après. scénario après. Mhm. Donc c'est Non, mais ça se défend. ça se défend, ça se défend aussi. Ça se défend. Pour un film, c'est un peu plus compliqué, je pense, parce que tu es quand même censé avoir Ouais, une narration. Et pour un documentaire, avec les images, tu peux créer. Ça me ouais. semble pas inconséquent, tu vois. Uhum. Et voilà, donc ouais, j'ai rencontré plein de gens. Mm. C'était plutôt des portraits. Je suis allé dans un couvent, rencontrer un moine pour lui demander ce que c'était pour lui la pureté. Je suis allé pique-niquer avec des gens dans la rue qui m'ont invité à manger des sardines au barbecue. Je suis resté avec eux et je les ai interviewés aussi. Et, voilà, j'ai posé. Puis voilà, j'ai tout un tas de gens comme ça que j'ai rencontrés et à qui j'ai demandé si je pouvais les filmer parce que j'étais à la recherche de ce qu'était ce mot-là. Après, tu fais le grand saut dans le monde professionnel. Après, oui. Attends, oui, c'est ça, ouais, ouais. C'est-à-dire que même pendant déjà, je commençais à travailler. Je travaillais à la fois pour. J'avais pas terminé mes études, me semble-t-il, et je continuais encore je faisais quand même quelques trucs pour l'Agence régionale pour l'environnement en même temps. Hmm. Et c'est là que j'ai connu le Centre régional de documentation pédagogique aussi. Ah, le CRDP, ça. Voilà. Et donc, effectivement, après, j'ai commencé petit à petit à rentrer dans le monde professionnel, à faire des images, à faire des réalisations, à faire beaucoup d'images. Et c'est là où j'ai travaillé dans les sociétés de production aussi en tant qu'intermittent, Hmm. les sociétés de production locales pour lesquelles je travaillais. Et puis un beau jour, avec un bon petit pactole d'heures de tournage, dès que j'ai eu mes 5000 heures, parce qu'à l'époque, alors contrairement, entre-temps il y a eu le BTS, le BTS audiovisuel qui a été créé, eux ils avaient quand même des facilités pour rentrer à la télévision Ouais. française, mais nous en sortant de l'école supérieure d'audiovisuel, même si les gens qui étaient de l'école supérieure d'audiovisuel officiaient un peu dans toutes les Boîte de prod. toutes les boîtes de prod du coin et aussi à la télé. La Hmm. directrice des programmes avait fait mon école. Et ben, on n'avait pas de facilité pour entrer. Donc, il fallait rentrer comme tout intermittent, c'est-à-dire que moi, pour l'image, ben, il fallait que je justifie de 5000 heures de cadre. Que tu as eu. Quand est-ce que tu commences à faire du documentaire animalier? Oh ben là, non, ce documentaire, c'est à partir du moment où je suis rentré. Ces documentaires-là, c'est à partir du moment où je suis rentré à, à Canopée, quoi. Ok. Au Donc, CRDP, Canopée. quand tu en as parlé, Mais avant, j'ai fait plusieurs choses. Quand j'étais à l'Agence régionale ouais. pour l'environnement, il y a quand même un film que j'ai fait. Je crois que j'étais à la fois entre les deux, entre l'école supérieure audiovisuelle et l'Agence régionale pour l'environnement. Et j'ai fait un film. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là. J'ai fait un film sur une réinsertion de détenus et en montagne. Ah ouais, tu t'es dit Donc nickel. c'était quand même un enjeu super intéressant Ah parce ouais. qu'il y avait beaucoup d'humains, d'humains, et en même temps on était dans un environnement complètement dingue, en pleine montagne, on dormait dans des refuges avec des détenus, des gendarmes de haute montagne, des gardiens, et ouais, effectivement, là, ce truc-là, je crois que c'est le premier film que j'ai fait, Ok. on va dire un documentaire, Hmm. et super intéressant à faire, quoi. Je vivais avec eux, tout, je voyageais dans le fourgon alors qu'eux étaient dans un bus. Non, c'était vraiment super intéressant de, ouais, de rencontrer ces gens, de leur demander comment ils en étaient arrivés là, euh, comment ils vivaient ça. Ça m'intéressait de savoir ce qu'ils avaient dans la tête en fait. Hmm.
leur histoire aussi. Un peu ce que tu es en train de faire là, Ouais. tu vois. Mais ça m'intéresse, et dans ce que tu as fait, ce qu'on verra plus tard là sur Elliott Meyer, effectivement, ça m'intéressait de comprendre. Et toi aussi. Enfin, tu as cette curiosité. Ouais, et c'était intéressant, autant les gendarmes, j'observais comment la posture des gendarmes, la posture des gardiens. Alors tu avais des gardiens ceux qui étaient là quand même, c'était des gardiens qui étaient pour la réinsertion, qui Mm. n'étaient pas pour Une soustraire, sanction. soustraire des gens qui se comportent mal dans la société, et les soustraire, et éviter à ce qu'ils puissent être nocifs pour cette société-là. Non, là, c'était vraiment dans une idée de réintégration. Ils avaient plein d'idées, ils avaient beaucoup bossé là-dessus. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir ce... Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas se leurrer, déjà à l'époque, il y avait une surpopulation carcérale de plus et on était à 150%. Déjà, là, dans les maisons d'arrêt, c'était ça. Hein. Mm. Et il y avait entre autres un objecteur de conscience dans le lot dans ce séjour de réinsertion. Parce que les vrais objecteurs de conscience, enfin, un objecteur de conscience, témoin de Jéhovah. Lui, eux ne souhaitent pas porter les armes ni l'uniforme, mais ils ne vont pas non plus travailler dans une association. Donc ils sont en prison. C'est ça, parce que hors la loi, enfin hors le cadre légal. Ils sont hors cadre. Ouais. Et donc ils se retrouvent, et ça aussi c'est assez frappant, parce qu'ils se retrouvent dans une maison d'arrêt, tout le monde est mélangé. T'as pas les... Donc effectivement, c'est pas un cliché de dire que c'est vraiment l'école de la délinquance, du crime. Hein. C'est là où tu apprends plein de trucs. Hein. Tu avais un jeune, entre autres, je sais pas, il avait cette posture. Tu voyais plein d'immaturité, il avait cette posture de caïd, là, déjà, tu vois. Mais tu voyais que c'était fake, quoi, tu vois. Mais il allait le devenir, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il était à bonne école, là. Tu vois. Bon. Donc j'ai fait ce film-là, et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, ça me reviendra, mais j'ai fait plein de petits sujets des sujets en son, des sujets pendant l'école, et entre autres des trucs que j'ai voulu récupérer. Alors c'est marrant, ces films-là sur la réinsertion, et ben, maintenant la prison est devenue un musée. Et on m'a appelé récemment pour qu'ils puissent être diffusés. Parce qu'il y a eu très peu dans c'était la prison Saint-Michel à Toulouse, il y a très peu d'images qui ont été filmées à l'intérieur. Il se trouve que j'avais eu l'opportunité de faire ça parce que j'ai fait un film à l'extérieur, mais j'ai aussi fait un film sur l'intérieur de la prison. Voilà. Donc j'avais fait 2 films. Et puis aussi, il y a quand même des exercices que je trouvais assez marrants. On avait des reportages, surtout en son, des reportages son, parce qu'en image, à cette époque-là, je n'étais pas encore suffisamment affûté pour pouvoir faire des choses intéressantes. Et le son était beaucoup plus accessible. Et j'avais proposé un truc, puisqu'on avait des exercices obligatoires qui validaient nos années. Et j'avais fait un truc, et le prof de son me dit « Ouais, j'ai milité pour ton entrée, ce que tu m'as fait, c'est de la merde. Non, tu me refais ça, moi tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça. Moi j'ai misé sur toi, t'es mon poulain, tu peux pas me faire ça, tu refais. » Alors j'ai dit « Mais qu'est-ce qui va pas ?»« Non, mais là c'est de la fumisterie ce que tu m'as fait là, tu n'as pas pris le travail au sérieux. Non, tu vas plus réfléchir et tu vas revenir avec quelque chose de mieux. » Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais allé chez le dentiste pour me faire arracher une dent. Et je m'étais enregistré en train de me faire arracher la dent chez le dentiste. Et donc, j'avais fait tout un petit truc autour de cet arrachage de dents avec une voix intérieure, voilà, qui racontait aussi une histoire. Donc, ça aussi, ça par contre, ça a super bien cartonné, quoi. Puis j'avais fait aussi un autre truc c'est toujours à partir de mes expériences de vie. Hein. On avait cambrié mon appart, notre appart avec Sophie. Et donc, je m'étais vertué à aller rechercher chaque objet qu'on m'avait pris dans mon appartement, dans Toulouse. On m'avait pris, par exemple, une télé, une chaîne hi-fi, enfin du matériel hi-fi, quoi, tu vois. Un gros livre de cuisine. Et donc, par exemple, ce gros livre de cuisine, je sais que rue des Lois, il y a beaucoup de bouquinistes qui vendent plein de bouquins d'occasion. Et donc, de manière très culottée, j'entrais dans les boutiques, je disais « Excusez-moi, mais je recherche mon livre de cuisine volé. »
Et bon, forcément, je me faisais sortir, hein, la plupart du temps, parce que. Mais en tout cas, effectivement, et tous ces bouquins qu'on volait à l'époque, chez toi, hein, à Noël, eh ben, tu les retrouvais chez les bouquinistes. Et pareil pour les télés, ce type de matériel. Et j'ai un copain qui m'avait amené place du Capitole pour rencontrer un mec qui fait des cambriolages. Donc j'avais un micro caché parce que sous prétexte que je voulais quand même, et c'était vrai en fait, je voulais me racheter du matériel. Bon, je ne l'ai pas racheté, bien sûr, je ne lui ai rien acheté à lui. Mais donc du coup j'avais ce petit morceau là, un petit morceau que je trouvais assez cool, où je discute avec ce gars. C'est enregistré et je lui dis ouais bah, elle me dit t'as besoin de quoi machin etc. Ouais bah, j'ai besoin d'une télévision par exemple et peut-être quelque chose pour lire mes cassettes audio voilà de l'IFI. Il dit ouais bon bah écoute plutôt vers le mois de mars parce que là en décembre on a beaucoup travaillé mais les flics ils sont un peu sur les dents alors On ralentit. on ralentit ouais on reviendra un petit peu plus tard. Et bon, le gars, il était complètement camé, quoi, hein. Enfin, ça, c'est mon entremetteur qui m'a expliqué ça. Mais il m'a dit il faut beaucoup d'argent pour acheter les quantités de drogue nécessaires, hein. Et donc, oui, lui, en tout cas, c'est sûr qu'il était accro, ouais, aussi. Mais c'était assez drôle de parler. De parler, de parler métier avec. Parce que c'était son job de cambrioler. C'est Et fascinant. donc il le gérait, ouais, il le gérait comme un vrai métier. Ouais, Toi, ce qui transparaît, c'est vraiment la documentation, hein, quand même. ouais, moi, Je t'écoute, ouais, clairement, ouais. c'est vraiment raconter l'histoire, mais l'histoire des gens, enfin le documenter avec l'image et compagnie. C'est hyper important. Pourquoi tu as un basculement, enfin un basculement qui n'est pas un basculement pour moi, c'est une continuité, mais pourquoi tu rythmes en allant, j'y reviens là clairement, sur le documentaire sur la musique, c'est-à-dire les chœurs en liberté, et ensuite surtout la montagne, c'est-à-dire les gardes des gypaètes et tout ça. Bah alors là, c'est quand c'est à partir de 2004 que Ouais. j'ai fait ça. C'est à partir du moment où je suis rentré, j'ai arrêté d'être intermittent. Ouais. J'ai été 10 ans intermittent, donc aussi à la télé. Alors plus en musique qu'en sport, parce qu'en sport, je sais pas, j'étais complètement nul sur les matchs de foot par exemple, je comprenais rien. Par contre, dans les concerts, impec. Un caméra épaule et tout ça. Moi, j'ai toujours été bon à l'épaule, hein, et en reportage aussi, en doc aussi. Mais alors, le sport en direct, ah non, c'est pas mon truc. C'est pas trop mon truc ça. Parce que j'étais pas suffisamment alerte ou concerné. Je me sentais Concerné, pas hein. vraiment concerné par le truc, quoi, tu vois. Bon, alors du coup, 10 ans d'intermittence à faire tout ça. Et puis j'ai passé ce concours pour rentrer à l'éducation nationale. Pourquoi? Et ben parce que je faisais déjà pas mal de choses pour l'éducation Ah, ok, nationale. donc tu dis je vais concrétiser. Enfin, c'est-à-dire je vais soutenir un salarié. À l'époque, à l'éducation nationale, on produisait pour la 5, pour la 7 ou la 5, je sais plus. Ça doit être Pour la 7. 5e. La cinquième, ok. Pour la 5e. Et, et du coup, il y avait des émissions. Je me suis dit, mais c'est bien, mais moi, ça me plaît ça, j'ai envie de faire ça. Et puis surtout, t'avais, si tu veux, avant, avant le travail et après le travail, quelque chose qui s'appelait les vacances. Et tu l'as pas, ça, en intermittence, tu es toujours en train de chercher du Ah oui. taf. Et moi, au bout d'un moment, ça m'a quand même fatigué, ce truc-là, tu vois. Et du coup, dès que j'ai pu passer, j'avais la possibilité de le faire, puisque j'avais un niveau d'études qui me permettait de passer le concours de l'éducation nationale. Donc j'essayais. Ok, et tu l'as eu. Et tu es entré au centre CRDP, centre Ouais, je suis régional. entré à Toulouse, ouais, au CRDP. Ouais. Ok, et là, tu as fait quoi? J'ai fait pour faire de l'audiovisuel, donc je suis rentré comme réalisateur, réalisateur audiovisuel. Mais enfin, je veux dire, c'est plutôt vidéaste. Oui. Maintenant, c'est compliqué, hein. Moi, je me dis pas réalisateur, je me dis Bah, pas tu cadreur, l'es. je me dis,
Je me vois plus comme un vidéaste, je suis un vidéaste. Comment tu définirais dans ce cas-là? Parce que c'est vrai que c'est complexe. Parce que nous, quand on discutait tout à l'heure, il faisait bien la différence entre un vidéaste, par exemple, et c'est tellement spécifique, on va dire, et un cadreur, mais parce qu'il y a plein de spécificités qui sont ensemble dans une équipe. Tandis que le vidéaste, visiblement, ce qui ressort, c'est quelqu'un qui est plus autonome. Ça dépend des définitions, c'est quelle est la tienne surtout là-dedans. Moi, c'est plutôt, je vois comme un artisan. Ok. Un artisan qui touche à tout Hmm. et qui est en mesure de traiter l'audiovisuel de bout en bout. Ok. Tant bien que mal, hein. Je n'ai pas la prétention de tout faire. Mais par exemple, ce film sur les détenus que j'ai présenté à Déficiel, qui a gagné, qui a été quand même deuxième sur un festival. Et ben je ne me souviens plus lequel d'ailleurs. On a reçu un prix, on a reçu de l'argent et tout. C'était bien. Et ben j'étais tout seul. Tout seul pour le montage, monté en prison. Et tout seul pour l'image aussi. Je traînais ma caméra, ma Betacam en montagne. Et la perche, et ben je la donnais à celui qui était à côté de moi. Tiens, t'as pris combien? 30 ans? Bon, tiens, je te file la perche. Non, mais excusez-moi, je plaisante. Non, c'est pas drôle. Bah, en même temps, ça leur a montré autre chose et ça permettait de ce qu'ils s'impliquent. De toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Il nous fallait du son. Je ne pouvais pas le faire seul. Hein. Ouais, ok. J'avais pas de micro, cravate. Ouais, c'était trop cher, on n'avait pas ça. Ok. Et donc, Éducation nationale, donc CRDP à l'époque. Ouais. Donc tu tournes pour eux sur des documentaires, je suppose, un film documentaire pour l'Éducation nationale, promotionnel, ou alors ils documentent justement ce qui se passe dans les collèges, lycées, etc. Ou alors ils documentent les recherches sur l'éducation. Alors, c'est à l'époque où on fabriquait des ressources pour l'Éducation nationale, pour les enseignants. Aujourd'hui, on fait de la formation, mais à l'époque, on faisait des ressources. C'est-à-dire qu'effectivement, en nouant des partenariats, en l'occurrence avec le Parc national des Pyrénées, eh bien, on travaillait ensemble avec les gardes du Parc national pour aller faire des sujets qui rapportent des ressources à l'intérieur de la classe. Du genre le gypaète barbu, parce que si tu croises un gypaète barbu en te baladant, tant mieux, mais tu vas le voir de haut, de loin, etc. Or là, l'enjeu, c'était d'essayer d'aller raconter la vie du gypaète barbu avec les gardes. Ça, c'était indispensable, c'est-à-dire à la fois présenter les gardes, présenter leur métier, parce que, et également parler de cet animal ou d'autres animaux. D'ailleurs, on a fait des trucs sur les poissons, sur l'isard, sur plein de petits sujets qui à la fois alimentaient les maisons du parc et les écoles. Et pour ça, tu as dû planquer quand même pas mal. Parce que le gypaète, les Lapiers ont fait des films d'ailleurs sur le gypaète, mais pour le récupérer, pour le voir, c'est... Ouais, c'est compliqué. Ouais. À l'époque, enfin même maintenant, c'est un oiseau qui est extrêmement protégé, qui est assez rare. Et côté nord des Pyrénées, il y avait 30 couples, sur 30 couples qui nichaient. 30 couples, non, c'est pas énorme, c'est très peu, c'est très rare. Par rapport à maintenant, je trouve qu'il y en avait beaucoup plus avant. 30, tu trouves, mais sur toute la chaîne des Pyrénées, côté nord. Hein. Ok. Hein, c'est pas beaucoup non plus. Et du coup, on n'avait pas peu de moyens, c'est pas la BBC. Tu vois, c'est vraiment un travail institutionnel entre deux institutions, le Parc national des Pyrénées, puis l'Éducation nationale représentée par le CRDP de Toulouse. Et donc, ce qui était intéressant, je savais que j'allais pas pouvoir avoir toutes les images que je voulais parce que j'aurais pas le temps de les faire. Donc, il fallait absolument que j'intègre le montage des affûts, tout ce truc-là qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans les films, dans les documentaires. On retrouve beaucoup. Moi, de toute façon, j'étais obligé de le faire. Ça, j'étais obligé de le faire parce que sinon, là, j'avais fait un 26 minutes. Pour faire 26 minutes, j'avais pas suffisamment d'images de gypaète pour pas le faire. Donc, je savais déjà que ça, j'allais être obligé de le faire. Et quand le premier jour de tournage, en plein hiver, on tournait avec un garde qui s'appelle Chocolat. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu l'as pas vu. Tu le regarderas sur le site du Parc national des Pyrénées, les gardes du gypaète.
On tourne donc, premier jour de tournage, 4 heures du matin, on avait dormi chez Chocolat, un garde du parc, et on monte au col de, je ne sais plus quoi, non, c'est pas le col du Soulard. Enfin bon, il avait repéré un couple qui nichait là-bas, voilà, qui allait pondre sans doute un œuf, parce que c'est pas tous les coups c'est pas tous les coups que ça fonctionne. Et on a 4 heures, 2 heures de marche dans la neige, de nuit, chargés comme des mules, parce qu'on avait un gros trépied, et puis une optique très longue. C'était la plus longue optique qu'on puisse trouver en location, et transportable. Transportable aussi. Donc il fallait qu'on soit 3 pour porter le matériel en gros. Ok. Voilà. Et on se retrouve dans cet affût. Et je me dis, mais quand même, cet affût, alors, il faut t'imaginer quand même, on était sous le truc, en plein au milieu de la neige comme ça, et tu imagines, tu ouvres la porte d'un frigo et tu rentres dedans. Et là, tu as transpiré pendant la montée pendant 2 heures, et tu sais que pendant toute la journée, parce qu'on arrive avant le lever du jour, toute la journée, tu ne vas pas sortir de ton affût en fait. Et donc là, j'étais avec mon collègue qui était un gesson, et puis Chocolat, on était 3. Donc je dis à mon collègue Pascal, écoute, tu équipes quand même Chocolat pendant que j'installe le matos, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, puis on va en profiter pour qu'il nous parle un peu du gypaète et de l'endroit où on est, et de cet affût là dans lequel on est, pourquoi il l'a construit ici, et etc. Tout ça, tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, vachement intéressant, voire peut-être plus intéressant que de filmer le gypaète. Mais les deux vont ensemble. Et le jour où on se lève, donc on avait installé ça, il avait son truc, et puis effectivement il me dit, ah regarde, ils sont là-bas. Alors tout ça on l'enregistre, on le filme. Je l'ai refait après, j'ai fait des prises, bon, bref. Et tac, je zoome sur les gypaètes. Et là il se passe un truc apparemment exceptionnel. Moi, je ne savais pas, j'y connais rien en gypaète. Accouplement. Et là, Chocolat il devient comme un fou. Et là, il crie accouplement, accouplement. Oh, que c'est joli, oh, que c'est beau. C'est exactement. Et donc, je me dis, mais c'est énorme ça. Sur la table de montage, après, je me suis dit, mais c'est vachement bien, parce que là, on a vraiment du live, du naturel. Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Et puis, effectivement, moi, j'étais focus sur l'accouplement, parce que, putain, un accouplement, apparemment, c'est extraordinaire. Donc, tu lâches pas le truc, tu le filmes. Après, il y en a des oiseaux qui s'envolent. Bon, je fais quelques images, la journée se passe, etc. Et effectivement, plus tard, après au mois de mars, on a rajouté on a reconstitué l'affût beaucoup plus bas, beaucoup plus confort. Hein. Et du coup, avec la même tenue, etc. Et là, on filmait dans l'affût. Et on a ramené toutes les infos biologiques sur le gypaète, son poids, sa taille, machin. Ils vivent en couple pendant 8 ans, ils sont fidèles. Ils ont un œuf toutes les années, mais c'est pas sûr qu'il arrive à... Voilà. C'est le mâle ou la femelle qui couve, etc. Enfin, toutes ces infos-là. Et du coup, j'ai mélangé ce live-là qu'on avait eu, accouplement, avec toutes ces infos-là. Le film roulait comme ça. D'ailleurs, ça a bien marché parce que le film a été sélectionné au festival de Ménigout. Donc, c'est un gros festival de films ornithologiques. Bon, bien sûr, en face de moi, il y avait la BBC, donc, avec des films sublimes. Donc, ça... Oui, mais proportionnellement, ouais, tu vois, c'est ça. Mais c'était une superbe expérience. Super expérience. Et par contre, au sein de l'éducation nationale, alors, grosse déconvenue. Je ne m'y attendais pas du tout, innocemment. J'étais en plein montage. Et justement, cette séquence, et j'avais déjà monté cette séquence. J'avais déjà organisé, elle était un peu compliquée à monter. Mais je la trouvais superbe. Je la trouvais vivante, légère. Cet accouplement d'un garde assermenté qui se lâche complètement parce qu'il est complètement pris par son truc. Ben, je trouvais ça beau, léger, chaleureux, tu vois. Et je me suis dit, mais ça ne peut que plaire. Oui. Ça ne peut qu'embarquer les gens. Et là, il se trouve qu'il y avait le directeur général de Canop, hein, du CNDP, qui était en visite à Toulouse. Et donc, ils sont montés au 4e et ils sont venus voir cette séquence avec le directeur du CNDP. Et je leur montre. Et il a été choqué. Ça l'a choqué. Et donc, il y a eu après, on faisait des rencontres audiovisuelles, il y a eu un débat assez houleux là, autour de ce truc-là. Lui, il considérait que c'était pas
ça n'avait rien à faire dans l'éducation nationale. C'est la limite effectivement de la compréhension artistique. Et que crois comprendre aussi que quand tu défriches, c'est-à-dire quand tu proposes des choses nouvelles, dans des institutions, c'est parfois complexe. Je me mets aussi à leur place. Mais c'est vrai qu'on en revient sur ce caractère avec beaucoup de liberté que tu portes et que tu as besoin de proposer des choses nouvelles. Et que c'en était une, d'ailleurs, c'est quelque chose dont tu parlais là sur les films documentaires qu'on voit, c'est-à-dire revenir aux sentiments des gens, c'est-à-dire, tu sais, des personnages dans les documentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent parce que c'est quelque chose qui va toucher les gens. Avant, on était sur quelque chose d'un peu plus neutre, plus plat. Et je pense que de ce côté précurseur, c'est vrai que quand tu n'es pas prêt et quand on propose des choses nouvelles, souvent la première réaction, c'est d'urger, clairement. Mais tu avais vraiment ce feeling, en fait. Et tu as toujours eu, d'ailleurs, je repense, là, je vais faire une anticipation sur Elliott Meyer, quand on a travaillé justement sur le projet Convoi 77 avec ma collègue Blandine Renard, là. Et quand tu as proposé qu'on travaille aussi, conjointement, mais je me souviens que c'était quand même ton idée à la base de travailler vraiment en distanciel, c'est-à-dire de filmer, parce que c'était Covid, c'était tout le monde, etc., était cloisonné, et de créer un film, en fait, à partir du distanciel, parce qu'on ne pouvait rien faire, sur justement une déportée et son histoire, et c'était hyper novateur. Parce que ça n'avait pas été fait, et parce que tu as réussi à sentir aussi le vent, ce qu'on pouvait faire justement pour montrer aux gens que quelles que sont les difficultés, on peut les dépasser. C'est ça que j'aime avec toi. Carrément, ouais. Ouais, là-dessus, effectivement, oui, tu as raison, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été capté par... où j'ai senti qu'on pouvait raconter cette histoire comme ça. Eh ben, je m'y suis mis à fond. Et effectivement, je trouvais ça vraiment intéressant d'innover dans ce sens-là, d'utiliser comme un patchwork, ces éléments disparates qu'on construisait et qu'on allait assembler pour raconter une histoire. Je trouvais ça. Ouais, tu avais ce côté précurseur c'est amusant, ouais. Alors après, on a eu la chance effectivement d'avoir un travail de qualité et que ça plaise à tout le monde et que là, effectivement, comme le monde dû au Covid était en transformation, que ça soit pas refusé directement, comme effectivement, refusé, c'est un grand terme, mais que ça soit appréhendé difficilement, parce que déjà parce que c'était 2019-2020 et que du temps est passé aussi et que grâce à la vidéo qui a touché tout le monde, c'est-à-dire cette expansion-là, ça a permis aux gens de s'ouvrir et de se dire que on pouvait avoir des choses différentes effectivement et que c'était acceptable. Toi, dans l'institution, tu as toujours ce côté documentaire vers autre chose. C'est pour ça que je crois qu'ils apprécient beaucoup aussi, mais ça demande une liberté de ton. Parce que si tu veux transcrire ce que tu as vu, il faut que tu puisses le faire avec une certaine liberté. Et parfois, ça implique aussi des choix artistiques qui, comme son nom l'indique, ne sont pas des choix institutionnels, forcément. Ce qu'on demande, c'est quand même des films qui s'adressent à des... surtout aujourd'hui, quand on travaille pour les enseignants, directement, on ne fabrique pas de la ressource. Donc, il faut quand même faire quelque chose d'assez pointu et techniquement fiable, qui tiennent, des choses qui tiennent la route. Et donc, à partir de là, comment tu fais il faut quand même que tu comprennes extrêmement bien ce dont tu vas parler, aussi bien que les auteurs avec lesquels tu travailles. Tu travailles toujours avec des auteurs, mais il faut quand même bien que tu comprennes pour pouvoir avoir des idées et pouvoir leur proposer des idées. Et après, effectivement, la liberté, c'est à force de tourner et de faire des choses, tu acquiers de la confiance et forcément, tu peux revendiquer une certaine liberté. C'est ça. Aussi parce que tu as toute cette expérience, cette légitimité, clairement dont tu parlais tout à l'heure, qui fait que maintenant, écoute, oui, tu produis, on te fait confiance, parce que les choses que tu produis sont intelligentes. En fait, moi, je les trouve très intelligentes, parce que tu synthétises, tu vulgarises. Et je pense que vulgariser, c'est ce qu'il y a de plus difficile, en fait. Parce que quand tu me parles de ces multiples branches, c'est comme quand tu prends une matière et que tu vas creuser à l'intérieur, ce que tu fais d'ailleurs, et qu'après, il faut que tu rendes ça
de manière compréhensible. Tu me parlais effectivement de quelque chose de pointu, mais compréhensible. Et le fait de synthétiser toutes ces données-là, c'est-à-dire toutes tes images, tout ce que tu as pris en quelque chose qui fasse un et qui soit clair, mais c'est une difficulté. Oui. On se rend vraiment pas compte de ce que c'est que vulgariser. On a toujours le truc, parce que ça vient de vulgus en latin, qui veut dire la foule. Tu sais, le côté un peu péjoratif du truc. Mais en fait, non, c'est ce qui est vraiment le plus difficile et le plus utile à la société. Après, si tu veux aller gratter en te spécialisant, oui, mais rendre le truc beau et clair, mais quel job! Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est ce qui est super prenant, quoi. Ouais. C'est ce qui est attrayant, c'est ce qui. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Tu t'ennuies dans ton métier. Et c'est vrai que j'ai encore la chance à mon âge de ne pas m'ennuyer, quoi. J'arrive à trouver des trucs intéressants à faire avec des petits sujets. Ouais, je sais. Et que tu glanes à droite à gauche. Je pense effectivement à un moment, donc il y a ta fille Jade qui est venue nous voir, et je sais qu'à un moment elle intègre, parfois tu l'intègres dans des vidéos, Ah parce oui, que oui. tu prends en fait l'inspiration de partout. Enfin, tu as ce côté justement comme l'artiste, et on ne copie pas la nature, on se sert, enfin si on copie la nature, mais on ne copie pas les choses bêtement, on se sert des choses, de cette essence en fait, pour en faire quelque chose d'unique. Toi, on reprend donc CRDP. CRDP se transforme à un moment dans ce qu'aujourd'hui on appelle Canopé, qui est la suite, qui travaille aujourd'hui en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc j'ai eu la chance effectivement de travailler avec toi sur École d'Europe, et où tu allais filmer, tu allais référencer les manières d'apprendre, enfin de transmettre en tout cas, en Europe. Et Oui. c'est fascinant, justement, cette manière de transmettre que tu as pu, tu sais, voilà, cette subtilité que tu as pu récupérer et reproduire. Et ça a été comment d'ailleurs l'accueil auprès des autres profs ou même de Canopé à la suite de tout ça? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé justement de tout ce travail? Alors, tout d'abord, tu parles d'École d'Europe. Ouais. École d'Europe, c'est pas un projet que j'ai mené, hein. Non, mais tu as C'est-à-dire que tourné je suis des images. contributeur Ouais, de tout ce à fait. projet. J'ai tourné pas mal d'images de ce projet-là, avec justement quelqu'un, un collègue qui est parti à la retraite maintenant, mais qui a aussi cette liberté, cette aisance, une aisance Ouais. dans ce qu'il fait, et ce qui lui octroie beaucoup de liberté en fait, cette aisance qu'il a. Et du coup, cet environnement me convient tout à fait. Donc on partait tous les deux en pleine confiance pour aller réaliser ça. Donc moi je suis juste le modeste contributeur, et donc j'ai fait les images. Mais comment ça a été accueilli après, je pense que c'était bien accueilli. C'est une, mais je ne peux pas te le dire parce que comme d'habitude, soit j'ai pas le temps, je prends pas le temps d'aller m'intéresser malheureusement à ce qui se passe après, quoi. Alors c'est peut-être un des problèmes effectivement de tout ce travail où on bascule sans arrêt, là je dis on parce que tous les deux effectivement sur la vidéo, d'un projet à un autre, et que la concrétisation parfois elle est au long terme. Et moi je l'ai vu en tant que community manager, c'est-à-dire j'ai vu les engagements des gens sur ces projets-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui parle parce que on te propose des choses différentes. Et tu te dis, ah oui, l'école, enfin, puisque c'était la thématique, en fait, l'école peut être différente et pas performante, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la performance, mais efficace dans d'autres pays, même amenée différemment, en fait. Oui, c'est ça. Et la manière de choisir tes plans, en fait, c'est la manière dont tu vas raconter l'histoire, elle aurait pu être tout autre. Sauf que celle que tu as choisie, pareil, elle est claire et elle peut fédérer les gens. C'est vraiment ce choix d'image là, puisqu'il y a toute la régie derrière là. Et je sais qu'en fait, ils sont ici en train de faire des choix d'images, surtout à la réalisation, qui sont des manières de rendre la beauté du monde, je trouve. Et toi, pour voir tes images ou tes films, je sais qu'il y a ce truc où tu sens cette beauté du monde. Qu'elle puisse même être horrible, hein, d'ailleurs, parfois, hein, mais tu vas faire ressurgir ces trucs-là. Je pense que dans le principe d'un. Alors tu dis, je suis un vidéaste, qui pour moi s'apparente plus à effectivement un réalisateur, mais effectivement, comme tu touches à tous les domaines, tu balayes tout ça et tu arrives à en tirer cette substantifique moelle. Et aujourd'hui, bah, tu continues à monter, justement, enfin à filmer, à cadrer et à monter à Canopé, toujours bah, sur des documentaires, hein, avec par exemple le design, qui est un de tes derniers, effectivement, dont tu m'as pas mal parlé, effectivement, et qui t'a beaucoup plu d'ailleurs, hein, je crois, parce que tu as fait de rendre cette beauté-là. Au niveau de la forme, Ouais. oui. Et puis au niveau de la forme,
ça m'a beaucoup plu de le faire. Ouais, cette petite série qui s'appelle À quoi sert le design. Effectivement, quand on m'a proposé d'y travailler, ouais, ouais, j'ai aimé le faire. Ouais. Mm. Alors, les gens que j'ai rencontrés, la manière dont j'ai pu raconter ces films-là, ces histoires-là, ouais, ça m'a En plu. fait, Ouais. ouais, tu racontes des histoires et c'est ça qui plaît. Ouais. Et il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Toi, tu es doué en narration, enfin, narration par l'image. Non, mais vraiment, je le Par trouve. l'image, je pense, ouais. Ouais, Ouais, clairement. ouais. Enfin, tout modestement, Mm. effectivement, je suis pas un littéraire, mais par contre, au niveau de l'image, raconter des choses avec des images et des images documentaires, ouais, ça c'est quelque chose que je travaille pas mal. Ouais. Ouais, je travaille beaucoup. Et, euh, et pour revenir à École d'Europe, Oui. ce qui était intéressant, tu me demandais si Mm. ce que ça avait pu devenir. Oui, Comment ça avait été perçu perçu. par la communauté enseignante? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis sûr que c'est encore d'actualité. Oui. Effectivement, c'est de montrer comment, dans d'autres pays d'Europe, on prend en main l'éducation, le système éducatif, l'éducation des enfants. Et il y a certainement, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Mm. Et peut-être qu'il y a des choses à prendre, en particulier, par exemple, sur l'enseignement professionnel en Allemagne. Oui. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation non plus. Hein. On travaille avec des spécialistes de l'éducation. Ma spécialité, c'est de faire de la vulgarisation, de l'éducation, de tout ce qui est éducation, tout ce qui tourne autour de l'éducation nationale. Mais voilà, donc, mais je trouve que c'est intéressant d'apporter ça. Et c'est utilisé par les professionnels de l'éducation en France. Ouais, donc tu as une utilité. Et en fait, Ah c'est oui, hyper oui, oui. important, ça. Oui, c'est ça. Et effectivement, pour revenir sur la notion de vidéaste, pourquoi je me considère comme vidéaste? Parce que j'ai l'impression, dans ce que je fais tous les jours, et je le fais depuis un certain temps maintenant, c'est que, je te dis, je suis Mm. un artisan, je touche à tout, mais c'est surtout, ça m'apporte une liberté. Si je m'inscris dans quelque chose de plus lourd, comme j'aurais pu à un moment donné, à une époque, quand j'avais 20 ans, partir dans, dans le cinéma, par exemple. Par la petite, Mm. j'ai travaillé chez un éclairagiste et j'ai commencé à partir. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est incompatible avec ma vie amoureuse. On me demandait de partir trop souvent. Et que, effectivement, comme disait Truffaut, la vie, elle se passe plutôt sur les plateaux de tournage que la vie personnelle, elle est toujours bancale et que la famille, c'est. Voilà. Et ben non, à cette époque-là, j'étais encore jeune et très amoureux et je me suis dit non, c'est pas ça. Mm. Et donc, je me suis retranché derrière le côté plus normé, institutionnel Mm. et surtout quelque chose que tu peux faire seul aussi. Et le fait de faire seul, c'est que tu as aussi plus de liberté de ce fait-là. Tu travailles seul, Mm. tu montes comme tu veux, tu prends le temps si t'as pas trop si tu as un peu de marge au niveau du planning, du calendrier, euh, des rendus, tu peux Bah, prendre. d'ailleurs, à propos de planning, tu as dû voir les changements, enfin tu les as vécus, les changements de montage, parce que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, les outils numériques, on parlait de Premiere, puisque tu montes sur Premiere Pro, tu as dû voir effectivement un gain de temps, un gain de productivité et d'aisance en fait à monter qui a dû être extraordinaire ces 10 dernières années. Clairement, ça a même Ah, commencé avant, je carrément. pense. Ouais. Oui, Ouais. bien sûr, complètement. Ouais. Ah oui, oui, un gain de. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que l'analogique, toi, tu n'as pas connu Je le l'ai vu, montage. ouais, mais j'ai vu des bandes, mais jamais vu, enfin, jamais utilisé, jamais touché. Bah, c'était très contraignant. Mhm. Et donc, effectivement, le numérique, ça t'a apporté aussi une souplesse, une liberté, moi, que je ne regrette pas du tout. Hein. C'est pour ça que tu parlais du numérique, si tu regardes l'argentique, le numérique, le physique, là, les banques, Ouais. l'analogique. Bah non, non, non. Effectivement, tu gagnes beaucoup de temps. Et Ouais. tu vas encore en gagner encore plus. Bah d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'IA, justement, l'IA qui prend en charge, parce que c'est une grande question qu'on se pose nous tous en tant que justement vidéaste, de savoir comment on va faire avec toute cette
cette foison de données créées, en fait, qui sont maintenant très qualitatives, en fait, créées, générées par, on va dire, l'intelligence artificielle. Ce qui m'ennuie de dire intelligence artificielle, parce que pour moi, l'intelligence, ça demande toute cette humanité que l'intelligence, même si c'est une vague copie de ce qu'on peut avec la manière avec laquelle on peut fonctionner, n'est pas. Mais comment t'envisages, toi, le futur, avec cette IA? Parce qu'on ne va pas aller contre, on va l'utiliser de toute façon. Mais ça veut dire qu'au niveau de notre propre création, eh ben, on peut créer à la maison, presque, sans aller en tournage, etc. Je sais pas, je me pose des questions comme tout le monde là-dessus, en fait. Alors, je suis un petit peu analphabète concernant l'IA. Hmm. Il paraît qu'aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas 10 IA, tu es un analphabète. Donc, Je pense qu'on s'en fiche, en fait, parce que mais, il faut, ou alors, etc., on a rien à foutre, clairement, là-dessus. Mais de toute façon, Mais tu ton avis? l'utilises quand même parce qu'elle est déjà injectée dans les applications qu'on utilise pour le montage. Premiere Pro, par exemple, utilise un peu d'IA, non, je pense. Avant, il n'y avait pas ces options de montage par le texte, ce genre de choses qui sont très pratiques parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de lire un texte et de commencer à nettoyer ce texte-là, choisir des morceaux, puis ensuite affiner. Donc ça, moi je trouve que ça peut être une aide. Je trouve que c'est superbe, c'est super intéressant. Mais tant que tu gardes la main là-dessus, il faudrait pas qu'on soit des esclaves de l'IA. Ouais, il faudrait qu'on garde cette possibilité de faire de l'art, parce que si effectivement l'IA te fait tout ce qui est artistique et toi tu es la petite main de l'IA, c'est ça qui m'ennuie. Ça m'embêterait beaucoup quand même. Voilà. Mais je pense qu'on a quand même besoin de créer. Tu vois, et d'où les basculements qu'on voit en société aujourd'hui où tu as plus en plus de gens qui reviennent, justement, tu parlais de l'artisanat, c'est-à-dire à la matière, Oui. au fait de revenir à l'humain, à créer, parce que justement la société va de plus en plus vite. J'en parlais effectivement à des jeunes filles ici derrière, à un moment, on parlait justement de ces achats compulsifs, et là il y a un mois qui est dédié à stopper les achats compulsifs, de la part, même les influenceurs, etc., sur les réseaux, signifie qu'ils arrêtent d'acheter parce qu'à un moment, il faut ralentir. Et il y a deux voies en fait qui se dessinent. Celle de l'IA, effectivement, qui simplifie, qui va aller plus vite, et celle d'un ralentissement, qui va plus vers l'humain. C'est pour ça que je ne pense pas que nous, en tant que vidéastes, on soit dépossédés de ce travail, parce qu'il y aura toujours de la matière humaine, en fait. Et qu'il faut faire vivre ça, il faut aller au contact des gens. C'est essentiel, surtout dans une société qui est aujourd'hui aussi fragmentée que la nôtre et qui se fragmente de plus en plus. Nous, en tant que vidéastes, on a vraiment des messages à porter. Je pense ces messages de beauté, parce que la beauté fait plaisir aux gens. Et là, je vais revenir sur Platon qui disait qu'on était imprégné de la beauté. Tu sais, quand on meurt, etc., l'âme, elle se réincarne en touchant la beauté absolue et en tâchant d'en redonner un petit morceau. Mais le rôle que tous les artistes ont aujourd'hui, c'est de diffuser le plus possible de beauté, en touchant bien sûr les sujets difficiles. Mais il faut absolument que les gens renouent avec cette beauté. On est sans arrêt, tu parlais de vidéos, mais si tu regardes les réseaux, les stats montrent qu'on s'accroche plus à des choses traumatiques quand tu les regardes qu'à des choses belles. Et qu'il faut absolument justement remonter au beau. Et c'est pour ça que tu es aussi là pour aujourd'hui, pour cette émission, parce que tu fais des choses belles. Et qu'il faut montrer de plus en plus, je pense, de choses belles. Là, j'interviens en tant que personne, et parce que je sais que tu entends ces choses-là en tant que réalisateur, mais oui, clairement. Oui, tout à fait. Et donc, dernière question, parce qu'on y arrive. Donc là, tu es à Canopée, et oui, encore. Et donc la dernière, c'est puisque là, tu es à Canopée, et que, mine de rien, ça te plaît bien, et même pas mine de rien, ça te plaît bien, mais mon anticipation, c'est qu'est-ce que tu verras plus tard ? Parce que je pense que la vie, elle est suffisamment joueuse. Est-ce que tu continues, est-ce que tu voudrais continuer? Si tu avais la possibilité de faire ce que tu aimes vraiment au maximum, qui est visiblement ça, mais ailleurs, peut-être pas ailleurs. Comment tu envisages ton futur? Après Canopée, tu veux dire? Peut-être. Après Canopée, quand j'aurai terminé. Peut-être, oui. Moi, je pense à. Il y a deux choses. Déjà, dans Canopée, je trouve que quand même, j'ai l'impression quand même qu'on a quand même des choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que je peux aller dire des. J'aimerais apporter quand même mon expérience pour pouvoir diffuser
montrer, apprendre, j'aimerais, voilà. Ah, excusez-moi, alors on va reprendre, hein. Vous coupez là, hein. Non, absolument pas. Mais si. Non, allez. T'aimerais quoi? Ok, je ne sais pas comment le formuler, mais enfin, en tout cas, j'aimerais transmettre, voilà, Ouais. transmettre mon expérience, transmettre ma manière de faire de l'audiovisuel, de gérer justement cette vulgarisation dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, j'aimerais, en regardant ce que font, ce qu'il y a autour, je me dis, ouais, j'ai quand même un truc à peut-être à apporter dans la manière de prendre ce stock d'images, de les dérocher, de les regarder, de les associer. Et, et voilà, moi j'aimerais bien un peu modéliser ça. Ouais. Donc pouvoir le faire, ça voudrait dire peut-être avoir la possibilité de l'exprimer ailleurs. Ouais. Et la deuxième possibilité? Et ben là, c'est quand moi j'aimerais bien quand même retourner dans la nature. Retourner dans la nature et faire des images. Des images d'animaux, des images de. Et faire des choses avec, peut-être des films, ouais. Mais en tout cas, capter des choses, ouais. J'aimerais bien se faire ça, ouais. Et je le ferai sans doute. Je pense. Ouais. Montrer des choses belles. Ouais, montrer des choses belles. Mais en fait, dans la vie, je peux pousser une porte Oui, c'est vrai. et je vais avoir envie de filmer un truc. Non, mais je crois que c'est. Alors là, pour le coup, je sais pas si c'est. Je crois que c'est maladif. Hein. Ah, mais c'est maladif. Moi, pareil. C'est maladif, non? Ouais. Non, mais Ouais. c'est pas maladif. C'est Moi, parce qu'il y a des choses. Tout. J'ai des en fait. copains, ils ne veulent plus aller se balader avec moi. Je vois très bien parce que j'ai toujours pareil que toi le portable, parce que moi je prends le portable, mais la caméra, mais tu as toujours envie, il y a tellement Mais de choses. que ce soit, peu importe l'outil, hein, Mm. avec un portable, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est fini. Je t'adore. Je te remercie beaucoup d'être prêté. C'est pas fini. D'être prêté à bon l'exercice. Qu'est-ce que tu en penses, avec du recul, d'être passé derrière la caméra, là, pendant cette petite heure? Je te le dirai plus tard quand je verrai les images. Et ce que j'en pense, bah, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant, mais c'est intéressant pour moi. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens, je ne suis pas sûr. On va leur demander après. Et puis déjà ceux qui nous regardent, Ouais. effectivement, oui. Mais c'est toujours Je passe extrêmement. bien à l'image là. Hein. C'est toujours extrêmement intéressant Ouais. d'interroger, parce que je t'interroge d'une certaine manière, des gens qui sont curieux déjà. Ça, je pense que c'est le leitmotiv de mon émission, clairement. Et deux, qui ont des expériences et qui savent les raconter. Parce qu'au début, en fait, de cette émission, toi, tu m'as dit je vais être nul, etc. Enfin, toute cette déconsidération qui est fausse, hein, clairement. Alors que, en fait, quand tu es parti, quand tu as commencé à raconter, c'était parti et tu racontes intelligemment. Je suis incapable de te dire ce que Oui, j'ai parce dit. que tu es dans le guidon. C'est comme tous ceux qui, effectivement, sont dans le guidon et ne voient pas. Mais c'est important de donner la parole à des gens qui ne parleraient pas d'habitude. Parce que toi, si je ne t'avais pas coincé sur cette émission, tu ne serais pas venu. Non. Clairement. Oui, et pourtant, oui, tu as as raison, des je choses serais à pas venu, raconter. ouais. Et clairement, là, on a Oui. raconté peu de choses par rapport à tout l'ensemble. Mais déjà, ça fait une première base. Et de voir ce travail avec une passion qui n'est pas qu'un travail, c'est vraiment une vie en fait. Et quand tu dis que c'est maladif, c'est juste pour excuser le fait qu'il y a cet amour-là de fixer l'image en fait et de la proposer aux autres. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci Olivier. Merci Philippe. Et merci à vous tous qui nous regardez. Merci à toute Merci à vous, l'équipe hein. qui ont été remarquables. Vous avez été remarquables pour toute l'installation qui a duré plus de 3h30 facilement. Merci à Marie-Hélène. Merci à tous ceux qui nous ont épaulés pour tout cela. C'était une chouette émission quand même. Hein, content? Merci beaucoup. Et donc on va prendre le petit clap. Hein, et comme c'est un classique, hein, et c'est une fin de tournage.